Les amis, bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tournant de la saison du Real Madrid en 2025. Ça fait 2 3 jours que j'en parle de cette vidéo. De base, ça aurait été une vidéo pour parler des performances individuelles, de quel joueur se démarque le plus sur ce mois de janvier et sur l'année 2025, le début d'année 2025. Mais en fait, je me suis dit, il y a tellement d'événements qui sont en train d'arriver en février, où il y a tous les matchs importants, où il y a des blessures, où il y a beaucoup de choses que je me suis dit, pourquoi pas faire un bilan plutôt pas un bilan, mais plutôt une projection sur ce mois de février qui va être décisif pour la saison du Real Madrid, parce qu'on le sait, à chaque saison, il y a toujours un moment où c'est décisif, il y a toujours un moment où il y a les grosses échéances et où il faut qu'on réponde présent. Généralement, on répond quasi toujours présent, sauf quelques années où on est passé à côté en Ligue des Champions et sur certaines compétitions. Là, il faudra répondre présent, parce que cette vidéo, comme vous l'avez vu sur le titre, va s'articuler en 3 à 4 points. On va revenir sur l'avant-match, enfin sur le débrief. Enfin, on va revenir plutôt à froid sur ce match contre l'Espagne de Barcelone, parler de la blessure de Rudiger. On va aussi parler de Manchester City. On va aussi parler du gros calendrier qui nous attend et des grosses échéances. Les amis, on va tout de suite commencer par pourquoi cette vidéo est là. Le calendrier du Real Madrid qui est tout simplement ahurissant ce mois-ci. On a commencé le mois avec un match contre l'Espagnol Barcelone. On va enchaîner demain contre un match hyper important de huitième de finale de Coupe du Roi contre les Leganés. C'est une stat assez incroyable. Depuis 2004, si tu prends tous les matchs contre les Leganés depuis 2004, il y a 10 victoires, un ou deux nuls et 2 défaites. Et nos 2 seules défaites contre les Leganés, c'est un Coupe du Roi. Ça montre à quel point, déjà, en Coupe du Roi, contre les petites équipes, on galère. C'est pas une compétition de favorite, de prédilection. On est troisième dans le classement des équipes qui ont le plus gagné derrière le Barça et l'Athletic Bilbao et de assez loin d'ailleurs. Donc ouais, on sait que c'est une compétition qui nous est vraiment chère entre guillemets dans le sens où on a très rarement bien performé dans cette compétition. On reste quand même le Real Madrid, donc c'est pour ça qu'on a autant de trophées et de Coupes du Roi à notre actif. Et on en a gagné, il me semble, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Et ouais, donc c'est une compétition où on galère un petit peu. Les Gagnés, eux, affrontaient une petite équipe. Et en plus, ils ont affronté Almeria, qui sont deuxième de Liga 2. On sait que c'est une équipe qui peut nous mettre en difficulté. C'est une équipe typique qui, comme l'Espagne Barcelone, hein, c'est une équipe qui est actuellement avant-dernière de la zone rouge. Donc elle doit être dans les 16e ou 17e de cette Liga. On les a déjà gagné cette saison 4-0. Et c'est une équipe qui a fait chuter, qui a fait dévier l'Atlético Madrid, qui je crois qu'ils ont gagné contre l'Atlético Madrid. Ils ont dû gagner aussi contre le Barça, ou ils ont dû faire un nul contre. Non, je crois qu'ils ont gagné 1-0 contre le Barça. Ils ont dû faire égalité contre l'Atlético Madrid. C'est une équipe qui pose des problèmes aux grosses équipes. Pour l'instant, elle ne nous a pas posé trop de problèmes parce qu'on leur a mis 4-0 et on joue le retour en Liga dans quelques semaines, quelques mois. Donc on verra si ça va nous poser encore des problèmes. Mais c'est une équipe qui peut, par exemple, typiquement nous poser des problèmes dans une phase, dans un match sur 90 minutes en coupe. Donc on verra comment le Real Madrid va s'en sortir. On verra les choix d'Ancelotti. C'est en plus là-bas, donc c'est pas pour nous faciliter la tâche. Donc on verra comment on va pouvoir jouer. C'est aussi le retour depuis le match contre le Barcelone où je vais revenir très vite fait sur cette défaite où on n'a franchement pas été bon. Je pense que j'ai tout dit dans le débrief. Je pense que j'étais assez posé parce qu'on a vraiment fait un match où offensivement on a été catastrophique, où on n'a pas réussi à trouver l'avant-dernière passe, on n'a pas réussi à se trouver entre les lignes, on n'a pas eu assez de créativité dans le dernier tiers. Là, on ne trouve pas de circuit de passe, pas de circuit préférentiel. J'ai l'impression vraiment, comme je le dis, que je ne sais pas ce qu'on bosse à l'entraînement offensivement parce que je vois que des oppositions, mais dans le fond, la tactique, je ne sais pas vraiment ce qui se passe côté Ancelotti et Real Madrid. Après, c'est des blocs bas, on sait que c'est toujours compliqué, c'est toujours des matchs qui sont chiants à jouer, mais normalement, la qualité que tu as individuelle, et tu ne dois pas perdre ce match. En plus, tu as eu un arbitrage contre toi qui t'a complètement tué le match parce qu'on peut parler de la tactique, on peut parler des joueurs, mais on peut aussi parler de l'arbitrage. Voilà, ça nous a coûté des points l'année dernière, ça nous en coûte aujourd'hui 3 et c'est des points qui sont importants parce que l'Atlético Madrid il suit juste derrière, le Barça suit juste derrière. En parlant de l'Atlético Madrid, le prochain match de Liga c'est le 8 contre l'Atlético Madrid, donc 3 jours plus tard après les Ganes, donc ça doit être un samedi ou un dimanche. C'est cette semaine, un match qui est méga décisif parce que c'est évidemment un match contre le deuxième de Liga. Je te rappelle le dernier match en Liga où on avait plutôt bien joué, on aurait mérité la victoire et on prend un but à la dernière minute, dernière seconde de Joaquin Correa, enfin pas de Correa, de Joaquin Correa, d'Angel Correa si je ne me trompe pas. Bref, l'Argentin ou l'Uruguayen, je ne sais plus, mais c'est une équipe qui, voilà, l'Atlético Madrid, ils arrivent en sous-marin, ils ont enchaîné une grosse période de 15 victoires, je crois, d'affilée. C'est une équipe comme les champions qui est dorénavant déjà dans le top 8 si je ne me trompe pas. Je crois qu'ils sont dans le top 8, donc ouais, c'est une équipe qui est très redoutable, c'est une équipe qui a fait déjouer pas mal de grosses équipes, que ce soit le PSG, que ce soit le Barça, que ce soit, bah, tu peux nous inclure, que ce
soit Leverkusen aussi dans les derniers instants. C'est une équipe qui est toujours chiante et relou à jouer, qui en plus appuie encore plus sa tactique de Simeone, des contres rapides, d'être dur défensivement. Et ouais, c'est une équipe qui va rien lâcher, c'est une équipe qui va être très chiante en Liga. Et c'est une équipe où on va jouer contre eux samedi ou dimanche, en tout cas le 8. Donc ça va être une équipe qu'il faudra gagner parce que si tu gagnes pas, ils reviendront à un point de toi. Tu as le Barça qui en même temps va affronter le FC Séville s'ils gagnent et que toi tu perds contre Atletico Madrid, ils peuvent revenir je crois à peut-être 1 ou 2 points de toi. Donc ouais, c'est un match qui va être décisif parce que ce mois-ci, il y a tout. Il y a Coupe du Roi, il y a Liga et il y a Ligue des Champions. Parce qu'après ce samedi ou le dimanche, en tout cas le 8, contre Atletico Madrid, on a le match aller face à Manchester City, mardi à 21h à l'Etihad. Et le retour sera chez nous la semaine d'après. Franchement, ça va être un match qui va être compliqué, mais c'est un match où on est favori. C'est un match où on affronte un adversaire qui est à l'antithèse d'Ancelotti. Bien malade soit-il, ils enchaînent les mauvaises performances, etc. Ils sont vraiment dans une crise où j'ai vu le match contre Arsenal, c'était vraiment criant. On peut être l'équipe qui les remet en selle. Je pense que cette équipe a quand même un mal beaucoup plus profond. Je pense que les arrivées de Marmouche, Kuzanov, Reyes, c'est pas ça qui va changer tout le visage de Manchester City. Je pense que le mal est vraiment profond. Je pense que c'est la fin d'une ère, c'est la fin d'un cycle, je pense. Et je pense que on est favori, je pense qu'on est assez favori, mais on n'est pas des favoris dans le sens où on n'arrive pas non plus hyper confiant de nos qualités. Honnêtement, tu peux pas, là en tout cas, je peux pas me dire, je vais arriver face à City pleinement confiance de nos qualités. On ne peut pas faire un no match, on peut passer complètement à côté. Vinicius, il peut être complètement en dehors. Il aura son vis-à-vis qui est Mateus Nunes, je pense et j'espère honnêtement qu'il va le déglinguer. Et j'ai peur que ça ne le passe pas parce que Vinicius est vraiment en dents de scie cette saison et il a vraiment du mal. Et sur quelques phases, il peut vraiment se révéler. Donc on espère que ça va être le cas. On espère que ça va être le cas d'Mbappé aussi, qui peut pouvoir faire du mal à cette défense qui est vraiment très fébrile côté Manchester City. Manchester City est une équipe qui a du mal à relancer. Pour les gêner, il faut instaurer un gros pressing. Il faut les chercher très haut, ce que je pense qu'on ne va absolument pas faire. Donc je pense qu'ils vont relancer dans un fauteuil. Et je pense que ça. Les matchs contre Manchester City, de toute façon, c'est des matchs où, fan madrilène, on en a toujours marre. Ça fait 4 ans qu'on les joue. Ça fait 4 ans que on a gagné 2 fois, on a perdu 1 fois. Les victoires contre Manchester City, c'est toujours des victoires très dures à aller chercher dans des matchs complètement fous, avec un scénario complètement fou, avec un match le dernier match, quand ça va au penalty, j'ai jamais vécu ça pour un match de foot, je pense. Honnêtement, le stress que j'avais pendant ce match-là, c'était du jamais vu. Quand j'ai vu Lunin faire ces 2 parades, j'étais comme un ouf, à 2 doigts de casser tout ce que j'avais autour de moi. C'était complètement lunaire et ouais, c'est un match où Manchester City, on est plus serein de nos qualités, mais aller là-bas en se disant qu'on va les défoncer, je pense que ça serait faire une grosse erreur. Parce que Manchester City, c'est une équipe qui peut à tout moment, ils peuvent se réveiller. Et comme je l'ai dit, Ancelotti peut être l'élément déclencheur qui peut faire, et plus le Real Madrid, qui peut faire réveiller cette équipe, même si je ne pense pas. De toute façon, c'est un match où même si tu bats un City qui est malade, mentalement, ça peut nous faire du bien parce que cette saison, honnêtement, on a vraiment du mal contre les grosses équipes. Et là, te mettre une grosse équipe dans la poche, les battre, même que ce soit en CM de finale, tu élimines une grosse équipe. Mentalement, ça peut quand même te faire du bien de te dire que tu vois, surtout si tu fais des bons matchs. Si tu gagnes en faisant un match moyen, bon, tu gagnes, mais voilà, tu n'es toujours pas aussi serein de tes qualités. Si on gagne en faisant un bon match, même City, comment ils sont malades, on dira quoi là, on peut faire des choses quand même contre une équipe qui a de grosses individualités, même si collectivement c'est plus compliqué, même si l'absence de Rodri fait beaucoup de mal côté City, parce que c'est une équipe qui avant cherchait vraiment haut, les pressings étaient quasiment toujours efficaces, et dès que ça passait la première ligne du pressing, tu avais Rodri qui était en train de ratisser, et là c'est beaucoup plus compliqué, notamment quand on l'a vu contre Arsenal. C'est une équipe d'Arsenal qui a super bien ressorti le ballon, le pressing a quasiment jamais marché côté Manchester City, et si on arrive à relancer bas, franchement, on aura de grandes chances de gagner contre ce Manchester City qui me fait pas du tout peur. Les années précédentes, j'étais vraiment pas confiant quand j'affrontais City. Là, je suis vraiment confiant et ça peut être vraiment notre erreur d'arriver là-bas beaucoup trop confiant et de se faire refroidir complètement à froid à l'Etihad et ensuite au retour la semaine d'après. Entre-temps, entre le match aller et retour, tu auras un match qui est toujours compliqué contre Sassuolo, une équipe de milieu de tableau. On leur a mis 4-0 à l'aller, il me semble, en Liga. Donc, il faudra évidemment gagner parce que si tu gagnes contre Atletico Madrid ou si tu perds, peu importe, il faut engranger des points, il faut continuer de tracer en Liga, il faut pas regarder derrière soi parce que l'Atlético Madrid et le Barça vont pousser énormément. Ce sont un match contre l'Atlético Madrid et un match fin de saison lors des 3, 4, 5, 6 dernières journées contre le Barça où il faudra gagner. Donc là, c'est des points qu'il ne faut pas lâcher. Un match de championnat entre 2 matchs de Ligue des Champions, ça fait jamais bien, ça fait jamais bon ménage. Donc on espère qu'on va quand même gagner ce match. On aura ensuite le retour contre Manchester City
au Santiago Bernabéu et on va finir le mois le 24 contre Gérone, si je ne me trompe pas, en Liga qui est aussi dans le milieu de tableau. Donc ouais, City, ça va être le match pour moi le plus important, les deux matchs les plus importants parce que tactiquement, ça sera intéressant de voir, même sans Kroos, comme je l'ai dit, si on arrive à relancer le match, à relancer le ballon propre sans balancer devant, franchement, on a de grandes chances. On est, je crois, sur les 14 dernières années, sur 12 demi-finales de Ligue des Champions. Et on a 2 huitièmes de finale, les années voilà, Covid, je crois, 2019-2020. Et on est sur plus de 30 ans en huitième de finale, donc ça serait dommage de l'arrivée d'Mbappé, de perdre contre Manchester City. En plus, ils sont malades. Ça peut les relancer totalement, même si c'est une fin de cycle. Je pense que même si City nous bat, je pense qu'ils n'iront pas loin des Champions parce que je pense que le mal est beaucoup plus profond que ça. Mais on est bien une équipe qui, si on affronte City maintenant en scène de finale, c'est que tu n'as pas fait le boulot. C'est que mentalement et dans le jeu, tu n'es pas confiant, tu n'es pas sûr de tes qualités parce que tu n'as pas su gagner des matchs qui étaient à ta portée pourtant avant le match. Donc ouais, c'est un match qui sera important. C'est un match contre un Manchester City qui a aussi un gros calendrier. Ils ont affronté Arsenal. Entre nous deux, nous affrontons Arsenal. Eux, ils vont affronter Newcastle en FA Cup, ils vont affronter les Orient, ça sera quand même plus simple. Après nous, il y aura du Liverpool, il y aura du Nottingham Forest. Donc ouais, franchement, le mois de Manchester City peut être complètement catastrophique. Le naufrage Pep Guardiola, il peut vraiment sombrer tout au fond des abysses. Donc ouais, on espère qu'on va être l'équipe qui va les faire déjouer. On espère qu'on va être l'équipe qui va tuer leur début de saison, leur début de calendrier catastrophique. Et on espère qu'on va gagner tout simplement ce match. On va parler maintenant de Rudiger, qui est aussi en concordance parce qu'il va rater 20 jours de compétition. Donc Atlético Madrid, il va rater, enfin les Ganes du coup, Atlético Madrid, l'aller contre le City, le match contre Osasuna et sûrement peut-être le retour contre Manchester City. Ça va faire beaucoup de mal. Une gestion catastrophique d'Ancelotti, qui l'a mis titulaire à tous les matchs. Il a été sur le banc lors du premier match de Liga contre l'Espagnol Barcelone et il a pas été dans le groupe contre l'Atlético Mineira. Seulement 3 fois où il a été sorti pendant un match, où il a été remplacé pendant un match, c'est beaucoup trop peu. Il a quasi joué la totalité de toutes les minutes de la saison. C'est sa faute, c'est la faute à Pérez, parce que je pense qu'Ancelotti, lui, il voudrait un défenseur en backup. Parce que là, les seuls défenseurs qui nous restent pour l'instant, c'est Raúl Asensio, c'est David Alaba, c'est Jesus Valero, et ça peut être Jacobo Ramon et Tchouaméni, même si c'est pas un défenseur central de métier. Ça parlait de mettre Ferland Mendy central, honnêtement. Franchement, c'est lunaire. Franchement, c'est une gestion qui est catastrophique de Perez et d'Ancelotti. Ça fait absolument pas recruter. C'est vraiment une obsession. Alors que tu vois, des jokers comme ça, même Emerick Laporte, même si c'est en Arabie Saoudite, ça peut être un mec qui peut être intéressant quand même. Et là, tu te retrouves dans la panade avec ton Tolier. Même si il était plus bancal cette saison, Rudiger, tu perds quand même un Tolier en défense centrale. Tu vas avoir sûrement une charnière Asensio-Rudiger, Asensio-Tchouaméni. Franchement, ça m'inquiète vraiment parce que là, c'est des matchs qui sont très importants. C'est des matchs charnières contre des équipes qui ont quand même des grosses attaques. Ne pas avoir Rudiger contre Haaland, ça va être compliqué parce qu'Asensio, ça va être quand même dur de prendre Haaland. Tchouaméni, ça va être catastrophique au niveau du timing aérien, même au sol. Et je suis sûr qu'il va se faire déborder et acculer et défoncer par Haaland. Donc ouais, c'est vraiment inquiétant. On espère qu'il va revenir très 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 vite. Mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué défensivement. T'as pas d'éléments qui sont vraiment sereins. T'as Asensio qui a joué que très peu, alors que sur les entrées en jeu et sur les titularisations, il a toujours été correct, voire même bon. Il a persisté sur son Tchouaméni, Rudiger dans la charnière centrale. Je comprends pas. Honnêtement, je n'arrive pas à comprendre toujours ce choix. Tu peux tester des choses, mais quand contre une faible équipe comme Valladolid, tu testes une défense à 4, Fran Garcia, Tchouaméni, Rudiger, Asensio à droite, elle avait très bien marché. Elle a plus jamais été retestée contre des petites équipes. J'arrive pas à comprendre parce que moi je trouve que la défense elle était vraiment sereine. On était vraiment serein de nos qualités. Défensivement, c'était vraiment dur. Rudiger, il y avait rien qui passait. Il était assez serein. Donc ouais, Tchouaméni aussi, parce qu'il y avait Asensio à côté de lui, aussi un confort défensif. Donc ouais, honnêtement, j'ai du mal à comprendre la gestion des hommes d'Ancelotti, aussi bien défensivement qu'offensivement, avec aussi contre l'Espagnol Barcelone, un match où manque de créativité. Contre Valence, il a fait le choix de faire rentrer Modric, il a fait toute la différence. Là, il le fait rentrer un peu tard, et je pense que Modric, Güler, Brahim aussi aurait pu faire la différence, mais c'est ça le problème d'avoir les quatre offensifs. C'est que Bellingham, il oublie son rôle, il oublie que son rôle maintenant, c'est plus d'être faux numéro 9, c'est d'être un 8, c'est d'être un mec qui est à la première passe, qui doit casser les lignes. Il a cette vista en plus, donc c'est dommage qu'il n'utilise pas pleinement son rôle. Il est encore cantonné, il a goûté la lumière la saison dernière en mettant une vingtaine de buts. Là, il veut aussi faire partir de l'attaque, mais c'est un joueur qui doit être normalement là à la construction, et il est un peu moins. Donc, ouais, c'est à Bellingham aussi de se rendre compte de son rôle. C'est aussi
aux autres autour, hein, Rodrigo, Vinicius, Mbappé d'être au niveau. Rodrigo l'est, Vinicius malheureusement ne l'est pas. Je suis dur avec lui, mais parce que je suis conscient de ses qualités, je sais qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Je sais que là, il est très très loin de son réel niveau et de ce qu'il peut vraiment nous apporter. Donc, c'est des choix à faire. Je pense que les quatre ne marcheront pas, honnêtement. Et c'est dommage de se dire que Vinicius et Mbappé, ça ne marchera sûrement plus jamais ensemble. Moi, je persiste et signe que si. Moi, je persiste et signe que Vinicius et Mbappé, ça peut marcher ensemble, honnêtement. S'il y a un déclic, s'il se passe quelque chose, s'il y a des discussions, si dans le jeu, ça se cherche, ça se trouve, il y a de l'osmose. Je ne vois pas pourquoi, dans l'histoire, le nombre d'attaquants, de grands génies qu'il y a eu dans les mêmes équipes, même si Neymar en avait marre de l'ombre de Messi, il voulait partir au PSG, c'est un peu la même chose. C'est quand Mbappé est là, Vinicius est moins bon. Quand Vinicius n'est pas là, Mbappé est meilleur. Et quand Mbappé n'est pas là, Vinicius est un petit peu meilleur que quand Mbappé est là. Et c'est là tout le problème. Normalement, ça devrait pas être impacté par l'absence ou par la présence de l'autre. Normalement, les deux devraient être en concordance, ils devraient se rejoindre, ils devraient être ensemble tout simplement pour faire monter le Real Madrid. Ils devraient être coordonnés, ils devraient tout faire pour justement que les deux soient bons. Est-ce que c'est parce qu'on a un déséquilibre offensif? Est-ce que c'est parce qu'au milieu de terrain, on manque d'un Toni Kroos, on manque d'un mec qui sait, à l'avant-dernière passe, qui sait quoi faire, qui a la lucidité de trouver des passes cachées, des passes extra, des superbes passes bien senties et magnifiques entre les lignes, certains profils qui nous manquent aussi. Donc ouais, c'est pour ça que ça va être assez compliqué cette saison, ce calendrier aussi, parce que tu as des énormes matchs. La saison peut déjà se terminer en fin février parce que tu n'auras plus rien à jouer. Coupe du Roi éliminée, Ligue des Champions éliminée. Tu perds contre Atlético Madrid, derrière toi ça pousse. Suffit que tu perdes ou que tu fasses des nuls bêtes contre Osasuna et contre Gérone. Et bah là, honnêtement, avec la cadence et avec le mental qu'on a et avec la spirale négative, je pense qu'honnêtement, ce mois de février peut être complètement catastrophique. J'espère nous retrouver en avril avec le sourire en faisant des avant-matchs du huitième de finale et de Coupe du Roi et de Liga aussi. Parce que la saison peut être longue, parce que la saison, honnêtement, depuis le début de saison, moi je le dis, évidemment, je ne suis pas le seul à le dire, mais sans dire des choses positives dans cette équipe, en tout cas pour cette saison, c'est compliqué de les trouver, c'est compliqué de les chercher. Tu as quand même une attaque qui marche très très bien, mais ça serait un euphémisme de dire que cette attaque ne marcherait pas alors que tu as 4 joueurs comme ça contre des faibles équipes en Liga. Ça marche un temps, mais des fois il y a des moments comme contre l'Espagne Barcelone où ça ne va pas marcher, où les deux devant, les trois de devant, ils vont passer un peu à côté, où ce manque de profil dans certains registres du jeu et dans certains secteurs peut te causer à une défaite comme on l'a vu, même si l'arbitre nous a pas aidé, c'est pas une excuse. En Ligue des Champions, l'arbitrage était quasiment impeccable. Ils sont pas empêchés de perdre contre l'AC Milan, contre Lille et contre Liverpool. Donc ouais, c'est des choses qu'il faut revoir, c'est des choses où on peut se dire qu'on n'est pas serein pour ce mois-là, pour cette saison-là surtout, parce que certes, t'as deux trophées, mais c'est des trophées pas qui comptent pour du beurre, mais la Super Coupe de l'UEFA et encore plus la Coupe intercontinentale, t'affrontes des mecs qui étaient vraiment catastrophiques. Donc, est-ce qu'on doit vraiment se réjouir d'avoir une saison avec deux trophées comme ça? Honnêtement, je ne pense pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense qu'on va clôturer la vidéo là. Je pense avoir à peu près tout dit sur Rudiger, sur l'Espagnol Barcelone, sur Manchester City et sur le gros calendrier qui nous attend. On se retrouve du coup demain pour les débriefs de Leganés Real Madrid. Là, la semaine va être charnière parce que tu as Coupe du Roi, tu as Liga et mardi, tu auras le match contre Manchester City qui va sûrement nous donner beaucoup de réponses parce que je pense que si tu gères ce match à l'aller, même un partout, même une victoire, au retour, je pense qu'on peut vraiment leur faire mal mentalement. City peut se réveiller à tout moment. Ils ont eu de gros matchs pour se réveiller et c'est ça un peu mon point positif. Et je me réjouis de me dire que City a quand même eu de gros matchs cette saison. Il ne s'est jamais vraiment réveillé, que ce soit contre le Paris Saint-Germain, que ce soit hier contre Arsenal et lors des grosses confrontations qu'ils ont eues, ils ne se sont jamais vraiment réveillés. Donc on espère qu'ils ne vont pas se réveiller contre nous parce que ça peut nous faire vraiment beaucoup de mal. Mbappé, je l'attends dans les gros matchs. Certes, il est sur une très bonne passe en ce moment. Il est passé à côté contre Brest, il est passé un peu à côté contre l'Espagnol. Moi, les grands joueurs, je les attends dans les grands matchs tout simplement. Et Manchester City, c'est un grand match. On l'a prouvé à de maintes reprises au Paris Saint-Germain qu'il était décisif dans les grands matchs. Moi, je vais l'attendre mardi et contre Atlético Madrid. On va voir ce qu'il va faire. Je crois qu'à l'aller en Liga contre Atlético Madrid, je crois qu'il n'était pas là. Il me semble qu'il était peut-être blessé ou qu'il revenait de blessure. Donc on verra contre les grosses équipes ce qu'il va valoir. On verra aussi Vinicius, quand est-ce qu'il va se réveiller. On ira voir le Némésis de Manchester City qui est Rodrigo, leur mettre un triplé et on pourra tous bien dormir. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à bientôt tout le monde.